Avant que les premières forteresses ne soient bâties dans le vide glacé entre les étoiles, avant que les premiers serments ne soient prononcés dans l'ombre des inquisiteurs, il existait déjà une vérité ancienne gravée dans la chair même de l'Imperium. Aucun chapitre ne peut affronter seul l'ensemble des Xénos qui dévorent la galaxie. Les Space Marines furent créés pour conquérir, pour purger, pour établir la domination humaine sur les mondes perdus, mais les frontières orientales de l'Imperium révélèrent une autre nécessité, une nécessité née de l'échec et du massacre. Les tyrannides dévorèrent des secteurs entiers avant que quiconque ne comprenne leur nature. Les orques submergèrent des systèmes fortifiés par la seule masse de leur existence grouillante. Les Aeldaris frappèrent avec une précision qui effaça des générations de savoir tactique humain. Dans les salles silencieuses du palais inquisitorial, des hommes et des femmes observèrent ces défaites et comprirent qu'il fallait forger un instrument nouveau, un ordre capable de réunir l'expertise mortelle de tous les chapitres pour la concentrer contre la menace Xénos. Ainsi naquit la Death Watch, non pas comme une armée, mais comme une lame rituelle, consacrée par le sacrifice et l'oubli. Chaque guerrier qui en franchit le seuil abandonne ses couleurs, ses serments ancestraux et son nom de gloire. Il devient l'ombre noire qui veille aux frontières, là où l'humanité cesse et où commence l'horreur sans limite. Ce qui suit n'est pas un récit de victoire, mais une chronique de vigiles, de veilles éternelles et de morts anonymes dans les ténèbres galactiques. L'origine de la Death Watch ne réside pas dans un décret glorieux proclamé sous les voûtes dorées de Terra, mais dans une succession de défaites, de mondes perdus et de rapports fragmentaires transmis par Vox depuis des secteurs déjà morts. Au 36e millénaire, les flottes explorateurs de l'Adeptus Mechanicus pénétrèrent plus profondément dans les régions orientales de la galaxie, là où les étoiles deviennent plus froides et où les cartes stellaires s'effacent dans l'incertitude. Les mondes qu'elles découvrirent portèrent les cicatrices d'extinctions anciennes, de civilisations humaines coloniales réduites en cendres par des forces que nul ne comprenait encore. Les orques avaient toujours été présents, leur violence primitive et implacable, mais les nouvelles menaces apparaissaient sans annonce, sans logique perceptible. Des vaisseaux entiers disparaissaient dans le warp, leurs équipages retrouvés vidés de toute matière organique, leurs coques intactes mais silencieuses. Des colonies florissantes cessèrent de répondre aux transmissions, et lorsque les forces de reconnaissance arrivaient, elles ne trouvaient que des structures inhabitées, des rues désertes, et parfois, gravés dans la pierre ou le métal, des symboles inconnus, anciens, qui semblaient absorber la lumière. L'Inquisition, déjà vigilante face aux hérésies internes et aux corruptions du Warp, commença à percevoir une autre dimension de la menace. Les Xénos n'étaient pas seulement des ennemis à éradiquer lors de campagnes de reconquête, ils représentaient une forme d'extinction permanente, une négation de l'existence humaine qui ne laissait aucune trace, aucune possibilité de récupération. Les chapitres de Space Marines déployés dans ces zones revenaient diminuer leurs frères tombés au combat contre des créatures dont les capacités dépassaient les doctrines tactiques héritées de la Grande Croisade. Les Aeldaris frappaient avec une vitesse qui annulait toute réponse coordonnée, leurs armes tissant la réalité elle-même pour transformer les champs de bataille en pièges temporels. Les formes de vie inconnues découvertes dans les profondeurs spatiales manifestaient des intelligences collectives, des essaims qui apprenaient, s'adaptaient, évoluaient en fonction des stratégies impériales. Les rapports s'accumulaient dans les archives inquisitoriales, chacun décrivant une défaite, une perte, une leçon apprise trop tard. Un conclave fut convoqué dans les niveaux inférieurs d'une forteresse orbitale au-dessus de Thalassa Prime, un monde frontalier qui avait survécu à 3 invasions Xénos en moins d'1 siècle. Les inquisiteurs présents appartenaient à l'Ordo Xénos, une branche encore jeune de l'Inquisition, spécialisée dans l'étude et l'éradication des menaces extraterrestres. Ils apportèrent avec eux des échantillons, des enregistrements Pictes, des fragments de technologie alien et les témoignages de survivants qui avaient vu leurs camarades disparaître dans des lueurs étranges ou transformés en matière inerte par des armes incompréhensibles. Les représentants de plusieurs chapitres de Space Marines furent invités
non pas pour recevoir des ordres, car l'Adeptus Astartes demeure autonome, mais pour partager leur expérience, leur compréhension fragmentaire de ces ennemis qui ne respectaient aucune des règles de la guerre humaine. Ce qui émergea de ces discussions ne fut pas une stratégie immédiate, mais une reconnaissance. Aucun chapitre, aussi puissant fût-il, ne possédait à lui seul l'expertise nécessaire pour affronter l'ensemble des menaces Xénos. Les ultramarines maîtrisèrent la guerre tactique et la coordination à grande échelle, mais leur doctrine échouait face aux assauts psychiques des espèces psioniques. Les Space Wolves comprenaient la traque et la chasse, mais leur méthode de combat rapprochée devenait inutile contre des ennemis capables de manipuler le temps ou l'espace. Les Dark Angels possédaient des archives anciennes sur certaines races Xénos, mais refusaient de partager ces connaissances en raison de secrets internes. La nécessité d'un organisme capable de transcender les frontières entre chapitres, de rassembler les savoirs dispersés et de les transformer en force opérationnelle devint évidente. L'Inquisition proposa alors la création d'une chambre permanente, une institution où les guerriers de différents chapitres serviraient ensemble, non pas comme représentants de leur légion d'origine, mais comme instrument unifié contre la menace Xénos. L'idée rencontra des résistances. De nombreux maîtres de chapitre refusèrent de voir leurs meilleurs guerriers détachés pour servir sous commandement inquisitorial. D'autres y virent une forme de contrôle externe sur l'Adeptus Astartes, une ingérence inacceptable dans l'autonomie sacrée des chapitres. Mais les pertes continuaient, et les secteurs orientaux de l'Imperium se vidaient lentement, leur population évacuée ou exterminée, leurs ressources perdues. Finalement, un accord fut trouvé. Les chapitres fourniraient volontairement des guerriers en détachement temporaire, des vétérans choisis pour leur expertise spécifique, qui serviraient pour une durée déterminée avant de retourner à leur chapitre d'origine. Ces guerriers porteraient une armure noire, symbole de leur service dans l'ombre, et renonceraient temporairement à leurs couleurs et à leurs insignes pour devenir les gardiens silencieux de l'Imperium. Ainsi furent établies les premières veilles, non pas dans la gloire, mais dans la nécessité. Les premières forteresses furent construites dans des secteurs stratégiques, des points de passage entre les régions impériales et les zones inconnues où les Xénos proliféraient. Les premiers kill teams furent formés, petits groupes de guerriers venant de chapitres différents, chacun apportant une compétence unique, une connaissance spécifique. Ils ne combattaient pas pour la conquête, mais pour la surveillance, l'élimination ciblée et la collecte de renseignements. Leur mission ne figurait dans aucun registre public. Leur victoire n'était célébrée par aucun champ de bataille. Ils devenaient les veilleurs dans le noir, ceux qui mouraient loin de leurs frères, sans gloire, sans mémoire, pour que l'Imperium puisse survivre un jour de plus. Le rituel qui transforme un Space Marine en membre de la Death Watch ne ressemble à aucune cérémonie d'intronisation connue dans l'Imperium. Il ne s'agit pas d'une célébration, ni d'une consécration glorieuse sous les bannières de guerre. C'est un processus d'effacement, une mort symbolique qui précède le service dans l'ombre. Lorsqu'un guerrier est sélectionné par son maître de chapitre pour rejoindre la Death Watch, il reçoit l'annonce comme une forme d'exil honorable, un sacrifice nécessaire qui le sépare temporairement de ses frères de sang. Certains chapitres considèrent cet appel comme une distinction suprême, une reconnaissance de la valeur et de l'expertise du guerrier. D'autres y voient une perte, un arrachement douloureux qui affaiblit le chapitre en le privant de ses meilleurs éléments. Mais quelle que soit la perception, le départ est irréversible une fois le serment prononcé. Le voyage vers la forteresse de la Death Watch commence souvent dans le silence. Le guerrier sélectionné quitte son vaisseau monastère sans fanfare, accompagné seulement par les prières murmurées de ses chapelains et les regards lourds de ceux qui restent. Il emporte peu de choses, son armure, ses armes personnelles, et parfois un talisman ou une relique qui témoigne de ses campagnes passées. Mais ces objets eux-mêmes subiront une transformation. Le trajet peut durer des semaines, voire des mois, selon la position de la forteresse assignée. Durant ce temps, le guerrier médite sur ce qu'il abandonne, son identité, ses couleurs, les symboles qui ont défini son existence depuis son initiation. Les Space Marines ne connaissent pas la peur, mais ils connaissent la perte,
et cette transition porte en elle une forme de deuil silencieux. Lorsque le guerrier arrive enfin à la forteresse, il est accueilli non par des célébrations, mais par une procession austère de serviteurs et de tech marines. Les couloirs de la forteresse sont différents de ceux du vaisseau monastère qu'il a quitté. Ici, il n'y a pas de fresque glorifiant les exploits ancestraux d'un seul chapitre, pas de statue commémorant les héros d'une lignée spécifique. Les murs sont sombres, ornés de plaques gravées portant les noms de Xénos éradiqués, de mondes sauvés de l'extinction, de missions accomplies dans l'anonymat. L'architecture elle-même semble conçue pour rappeler que ce lieu n'appartient à personne et à tous à la fois. Le guerrier est conduit vers une chambre de préparation, une salle circulaire éclairée par des lumens faibles, où d'autres Space Marines l'attendent déjà. Ils portent encore leur couleur d'origine, le bleu des ultramarines, le gris des Space Wolves, le rouge sang des Blood Angels, le vert sombre des Dark Angels. Mais ces couleurs ne resteront pas longtemps. Le rituel du serment noir débute par une veillée. Les guerriers rassemblés se tiennent debout en cercle, en silence, tandis qu'un chapelain de la Death Watch, vêtu d'une armure entièrement noire ornée du seul symbole de l'Inquisition, entre dans la salle. Ce chapelain n'appartient plus à aucun chapitre. Il a servi assez longtemps dans la Death Watch pour que son identité antérieure soit devenue secondaire, presque oubliée. Il porte avec lui un crâne humain ancien, relique d'un inquisiteur tombé au combat contre les Xénos, et il le pose au centre du cercle. Puis il commence à réciter les noms des menaces que l'Imperium affronte. Les tyrannides qui dévorent les mondes, les orques qui se multiplient sans fin, les Aeldari qui manipulent le destin, les Nécrons qui défient la mort elle-même, les Tau qui propagent leur idéologie insidieuse. Chaque nom est prononcé comme une litanie, un rappel que l'ennemi est multiple, infini, et que nul guerrier seul ne peut le vaincre. Après la litanie, chaque guerrier prononce son serment. Il n'y a pas de texte imposé, pas de formule rigide. Chaque Space Marine exprime à sa manière son engagement à servir la Death Watch, à mettre de côté ses allégeances de chapitre pour la durée de son service, à accepter que ses actions ne seront jamais enregistrées dans les annales de sa légion d'origine. Certains parlent brièvement, d'autres longuement. Certains invoquent l'empereur, d'autres leur primarque, d'autres encore les esprits des frères tombés. Mais tous concluent par les mêmes mots, gravés dans la tradition de la Death Watch depuis sa fondation. Je veille dans l'ombre, je frappe dans le silence, je meurs sans gloire. Ces mots scellent le pacte. Dès qu'ils sont prononcés, le guerrier cesse d'appartenir pleinement à son chapitre. Il devient un outil de l'Ordoxénos, une lame aiguisée pour une guerre spécifique. Puis vient l'effacement des couleurs. Les tech marines de la Death Watch, assistés de serviteurs mécaniques et de serfs humains, commencent le processus de transformation de l'armure. Les plaques d'adamantium sont retirées une par une, nettoyées de leurs pigments, dépouillées de leurs symboles héraldiques. Les emblèmes de chapitre sont retirés, les médaillons de campagne déposés, les parchemins de serment enlevés. Chaque élément est catalogué et conservé dans des chambres reliquaires, car il sera rendu au guerrier lorsqu'il quittera la Death Watch. Mais pour le moment, ces couleurs n'existent plus. L'armure est ensuite repeinte en noir, un noir profond, absolu, qui absorbe la lumière et nie toute identité visuelle. Seul un épaulière conserve les couleurs d'origine, généralement l'épaule gauche, pour rappeler d'où vient le guerrier et à quoi il retournera. L'épaule droite porte désormais le symbole de la Death Watch, un crâne argenté sur fond noir, encadré par l'Inquisition. Ce processus dure plusieurs heures, parfois une journée entière, et le guerrier demeure immobile pendant toute sa durée, méditant sur ce qu'il abandonne et ce qu'il devient. Lorsque l'armure noire est enfin assemblée, le guerrier la revêt pour la première fois. Elle pèse le même poids, elle fonctionne de la même manière, mais elle ne porte plus les traces de son passé. Il se regarde dans les surfaces polies de la chambre de préparation et ne reconnaît plus l'image renvoyée. Il n'est plus un ultramarine, un Blood Angel, un Space Wolf. Il est un membre de la Death Watch, indistinct de ceux qui l'entourent, unifié dans l'anonymat. Cette uniformité n'efface pas ses compétences, ni sa mémoire, ni son expertise.
Mais elle signale une vérité essentielle. Dans la Death Watch, l'individu n'existe que par sa fonction, par ce qu'il apporte à la mission collective. Les rivalités entre chapitres, les querelles de doctrine, les anciennes inimitiés doivent être mises de côté. Ici, tous servent le même objectif, la destruction des Xénos et la protection de l'humanité. Certains guerriers acceptent cette transformation sans difficulté. D'autres luttent intérieurement, ressentant une forme de trahison envers leurs frères restés dans le chapitre, une culpabilité d'avoir abandonné les couleurs sous lesquelles ils ont combattu pendant des décennies, voire des siècles. Mais cette lutte fait partie du sacrifice. La Death Watch ne demande pas seulement le sang et la vie de ses membres. Elle demande aussi leur identité, leur gloire, leur mémoire. Et dans ce renoncement, quelque chose de nouveau naît. Une fraternité différente, fondée non sur l'héritage génétique ou les traditions ancestrales, mais sur le partage d'une mission impossible, d'une veille éternelle aux frontières de l'extinction. Les forteresses de la Death Watch ne furent jamais conçues pour inspirer l'admiration ou symboliser la puissance impériale. Elles existent dans les zones où la lumière de l'Astronomicon faiblit, où les routes warp deviennent instables, où les cartes stellaires portent des annotations incertaines et des avertissements tracés par des cartographes disparus. Chaque forteresse occupe une position stratégique déterminée, non par la logique de la conquête, mais par celle de la surveillance. Elles se dressent au point de passage entre les secteurs impériaux consolidés et les étendues inexplorées, où les Xénos prolifèrent sans témoin. Certaines orbitent autour de mondes morts, vestiges de colonies humaines, anéanties par des invasions dont nul ne connaît les détails. D'autres flottent dans le vide profond, loin de toute étoile, ancrés dans l'obscurité spatiale, comme des phares inversés qui n'émettent aucune lumière mais absorbent les ténèbres environnantes. La construction d'une forteresse de la Death Watch demande des décennies. Les matériaux proviennent de mondes forges dispersés, transportés par des convois protégés qui traversent des zones où les attaques Xénos sont fréquentes. L'architecture suit des plans établis par l'Adeptus Mechanicus, en collaboration avec l'Ordo Xénos, mélangeant les principes défensifs des fortifications impériales classiques avec des adaptations spécifiques aux menaces extraterrestres. Les murs extérieurs sont fabriqués en adamantium multicouche, renforcés par des champs de stase qui ralentissent la dégradation moléculaire et résistent aux armes exotiques capables de phaser à travers la matière solide. Les boucliers voides sont calibrés pour détecter et repousser les intrusions téléportées, les assauts dimensionnels et les infiltrations par des entités capables de traverser les barrières physiques. Chaque forteresse est une énigme architecturale, un ensemble de couches défensives qui s'adaptent aux menaces connues tout en anticipant celles qui n'ont pas encore été rencontrées. À l'intérieur, les espaces sont vastes mais austères. Les couloirs sont larges pour permettre le passage des guerriers en armure énergétique, mais ils ne contiennent aucune ornementation superflue. Les salles d'entraînement reproduisent des environnements Xénos, jungles tyrannides simulées avec une flore organique synthétique qui sécrète des toxines, ruines Nécron où les murs changent de configuration toutes les heures, arènes orques remplies de débris et de pièges improvisés. Les chambers de stratégie abritent des hololithes qui projettent des batailles passées, des analyses tactiques de kill teams disparus, des reconstructions basées sur les ultimes transmissions Vox de guerriers morts en mission. Les bibliothèques contiennent des données classifiées sur toutes les espèces Xénos recensées, des taxonomies détaillant les sous-espèces, les castes, les modes de reproduction, les faiblesses biologiques et technologiques. Ces archives sont mises à jour constamment par les inquisiteurs de l'Ordo Xénos, par les Magos Biologis qui dissectent les cadavres Xénos récupérés, par les Kill Teams eux-mêmes qui transmettent leurs observations depuis le terrain. Chaque forteresse fonctionne de manière semi-autonome. Bien qu'elles répondent toutes à l'autorité de l'Ordo Xénos et partagent leurs renseignements via des canaux cryptés, elles adaptent leurs opérations aux menaces spécifiques de leur région. Une forteresse située dans le Segmentum Ultima, près de la frange orientale où les flottes ruches
Tyranides émergent périodiquement du vide intergalactique, se spécialisent dans la lutte anti-tyrannide. Ces kill teams s'entraînent à combattre dans des conditions de surpopulation biologique, à identifier les organismes synaptiques qui dirigent les essaims, à détruire les vaisseaux nourriciers avant qu'ils ne déversent leur cargaison sur les mondes impériaux. Une autre forteresse, ancrée près des tombes-mondes Nécron du Segmentum Tempestus, concentre ses ressources sur la compréhension de la technologie Nécron, sur les méthodes pour perturber leur protocole de résurrection, sur les stratégies pour localiser et sceller les cryptes avant que les dynasties endormies ne s'éveillent. Les garnisons permanentes des forteresses sont réduites. Contrairement au monastère de Chapitre qui abrite des centaines de Space Marines, une forteresse de la Death Watch compte rarement plus de 50 à 100 guerriers en service actif à un moment donné. La majorité des membres de la Death Watch sont dispersés sur le terrain, déployés en kill teams à travers des dizaines de systèmes stellaires. Les forteresses servent de points de ralliement, de centres de réapprovisionnement, de lieux de repos entre les missions. Les guerriers y reviennent pour réparer leurs équipements, consulter les nouvelles données de renseignement, recevoir leurs prochaines assignations. Certains ne reviennent jamais, leur dernière transmission archivée dans les cogitateurs de la forteresse comme fragment d'une guerre sans fin. Les serfs humains qui maintiennent les forteresses forment une population isolée, recrutée parmi les familles des mondes impériaux proches ou parmi les descendants des serfs précédents. Ils naissent, vivent et meurent souvent sans jamais quitter la forteresse. Leur existence est dédiée à la maintenance des systèmes vitaux, à la préparation des armureries, à la gestion des réserves alimentaires et des ressources énergétiques. Ils connaissent les Space Marines de la Death Watch non comme des héros glorieux, mais comme des présences silencieuses qui traversent les couloirs, qui disparaissent pendant des mois, qui reviennent parfois diminués en nombre, parfois portant des blessures étranges que les apothicaires peinent à comprendre. Les serfs apprennent à ne pas poser de questions, à accomplir leurs tâches avec efficacité, à accepter que leur rôle consiste à servir une guerre dont ils ne verront jamais l'issue. Les Tech Marines de la Death Watch occupent une position particulière dans ces forteresses. Ils ne sont pas seulement des artisans d'armes et d'armures, mais des chercheurs qui analysent la technologie Xenos, récupérée sur les champs de bataille. Les forges intérieures des forteresses contiennent des spécimens aliens dans divers états de démontage. Fusils plasmatiques tau à moitié dissociés, armes Nécron dont les composants dépassent les lois physiques connues, biotechnologie tyrannide encore partiellement vivante qui pulse faiblement dans des cuves de stase. Les Tech Marines travaillent en collaboration avec les Magos de l'Adeptus Mechanicus, cherchant à comprendre les principes qui sous-tendent ces créations afin de développer des contre-mesures. Parfois, ils parviennent à adapter certaines technologies pour un usage impérial, mais ces innovations restent secrètes, confinées à la Death Watch et à l'Inquisition, car la Xenostech demeure hérétique aux yeux de l'impérium orthodoxe. Les chapelles des forteresses sont dépourvues des iconographies spécifiques au chapitre. Ici, les autels ne portent pas les symboles d'un primarque unique, mais des représentations de l'empereur dans sa forme la plus abstraite. Une silhouette de lumière, un crâne doré, une flamme éternelle. Les chapelains de la Death Watch conduisent des prières qui ne mentionnent aucun chapitre par son nom, mais invoquent l'unité de tous les fils de l'empereur face à l'ennemi commun. Les guerriers viennent y méditer seuls, cherchant un ancrage spirituel dans un service qui les éloigne de tout ce qu'ils ont connu. Certains trouvent la paix dans cette uniformité. D'autres ressentent une absence, un vide que même la foi ne peut combler entièrement. Les forteresses de la Death Watch ne tombent que rarement. Lorsqu'elles sont attaquées, les défenses automatisées s'activent. Tourelles plasma, champs miniers orbitaux, drones de combat pilotés par des cogitateurs esprits. Les kill teams en transit sont rappelés en urgence, transformant la forteresse en bastion défendu par des guerriers venant de dizaines de chapitres différents, unis par la nécessité absolue de ne pas laisser tomber ce sanctuaire entre les mains Xenos. Mais même lorsqu'une forteresse survit à un siège, elle porte les cicatrices de l'assaut. Des sections entières scellées car irréparables, des serfs disparus,
des archives corrompues. Et dans le silence qui suit la bataille, les survivants reconstruisent, sachant que la prochaine attaque viendra, que la veille n'a pas de fin, que ces murs noirs continueront à se dresser dans le vide aussi longtemps que l'Imperium existera. La Death Watch ne forme pas ses guerriers selon les principes de gloire et de conquête qui animent les chapitres de Space Marines. Elle leur enseigne une vérité plus sombre, plus ancienne, qui contredit tout ce qu'ils ont appris depuis leur initiation. La victoire n'est pas toujours possible, et parfois, le sacrifice sans témoin constitue la seule réponse acceptable. Cette doctrine s'enracine dans les premières décennies de l'existence de la Death Watch, lorsque les Kill Teams découvrirent que certaines menaces Xenos ne pouvaient être vaincues par la force martiale seule, que certaines missions exigeaient non pas la survie des guerriers, mais leur disparition complète, leur effacement total pour empêcher une catastrophe plus grande. Les archives des forteresses contiennent des milliers de rapports classifiés décrivant des missions où les Kill Teams réussirent leurs objectifs mais ne revinrent jamais. Leur dernière transmission attestant qu'ils avaient accompli ce qui était nécessaire avant de cesser d'émettre. Cette philosophie s'oppose radicalement à la culture martiale de nombreux chapitres. Les Space Marines sont conditionnés depuis leur transformation génétique à rechercher la victoire, à survivre contre toute probabilité, à incarner l'indomptabilité de l'humanité face à ses ennemis. Ils sont les anges de la mort de l'empereur, conçus pour terrasser les adversaires et revenir couverts de gloire. Mais la Death Watch leur demande d'accepter que parfois, la mission importe plus que leur propre existence, que leur mort anonyme dans un système stellaire oublié peut sauver des milliards de vies dont ils ne connaîtront jamais les noms. Cette réalité crée une tension psychologique que les chapelains de la Death Watch doivent gérer avec soin. Lors des sessions de conditionnement mental, ils récitent les litanies du sacrifice nécessaire, rappelant aux guerriers que l'empereur lui-même sacrifia son corps immortel pour protéger l'humanité, qu'il brûle encore sur le trône d'or dans une agonie éternelle et que chaque membre de la Death Watch honore ce sacrifice en acceptant le sien propre. Les missions suicides ne sont jamais désignées ainsi officiellement. L'Ordo Xenos les classe comme opérations à haute priorité avec probabilité de retour minimale. Les Kill Teams qui les acceptent le font en pleine connaissance, après avoir examiné les données disponibles et compris qu'aucune extraction n'est prévue, qu'aucun renfort ne viendra, que leur survie dépendra entièrement de facteurs qu'ils ne contrôlent pas. Ces missions impliquent généralement la destruction de structures Xenos critiques situées dans des zones inaccessibles aux flottes impériales. L'élimination de créatures Xenos, dont la simple présence corrompt l'espace-temps environnant, ou l'activation de dispositifs anciens découverts dans des ruines archéotechnologiques, dont le fonctionnement reste mystérieux, mais dont l'utilité tactique justifie tous les risques. Un exemple récurrent dans les chroniques de la Death Watch concerne les missions de confinement tyrannides. Lorsqu'une flotte ruche approche d'un système stellaire, elle émet une ombre psychique qui perturbe les communications warp et isole les mondes menacés du reste de l'Imperium. Dans ces conditions, les flottes de défense impériales arrivent souvent trop tard pour sauver les populations, mais elles peuvent encore empêcher la flotte ruche de se nourrir et de se renforcer. Les Kill Teams de la Death Watch sont déployés avant l'arrivée de l'essaim principal, infiltrés sur les mondes condamnés avec pour mission de localiser et de détruire les organismes synaptiques, les créatures dirigeantes qui coordonnent l'invasion. Ces guerriers savent qu'une fois la flotte ruche arrivée, ils seront submergés, que leurs munitions s'épuiseront, que leurs armures finiront par céder sous le nombre. Mais chaque heure qu'ils gagnent, chaque organisme synaptique qu'ils éliminent, ralentit l'efficacité de l'assaut tyrannide et permet aux populations civiles d'être évacuées, même partiellement. Les transmissions Vox de ces missions sont archivées intégralement dans les cogitateurs des forteresses. Elles commencent généralement par des rapports tactiques précis, position des bioformes ennemies, concentration de spores atmosphériques, progression de la corruption organique du terrain. Puis, au fil des heures, le ton change. Les guerriers signalent l'épuisement de leur stock de grenades, la surchauffe de leurs armes énergétiques. Les premières brèches dans leurs armures
causés par les acides tyrannides. Ils continuent à se battre, à se replier vers des positions défensives improvisées, à utiliser les cadavres des créatures abattues comme barricades temporaires. Certains récitent des prières, d'autres restent silencieux, concentrés uniquement sur le prochain Xénos à abattre. Les dernières transmissions sont souvent fragmentées, interrompues par des parasites, puis le silence. Les inquisiteurs qui écoutent ces enregistrements des mois ou des années plus tard ne peuvent voir que noter la mission comme accomplie, le kill team comme perdu, et classer les données pour l'entraînement des futures équipes. La doctrine du sacrifice oublié s'étend au-delà des missions de combat direct. Elle inclut également les opérations de reconnaissance en territoire Xénos, où les kill teams pénètrent profondément dans des zones contrôlées par des espèces hostiles, pour cartographier leurs installations, comprendre leur structure de commandement, identifier leurs faiblesses. Ces missions peuvent durer des mois, voire des années, avec les guerriers vivant dans une clandestinité totale, évitant tout engagement ouvert, observant et transmettant des données via des canaux cryptés qui mettent parfois des semaines à atteindre la forteresse la plus proche. Pendant ces périodes prolongées, les guerriers subissent une forme d'isolement psychologique que même leur conditionnement hypnotique ne peut entièrement neutraliser. Ils sont coupés de leurs frères, de leurs chapitres, de tout contact humain. Ils deviennent des fantômes traversant des mondes aliens, témoins de civilisations Xénos, fonctionnant selon des logiques incompréhensibles. Et cette exposition prolongée à l'altérité absolue laisse des marques que les chapelains doivent traiter lors du retour, si retour il y a. Certains guerriers ne supportent pas cette doctrine. Ils demandent à être renvoyés à leur chapitre avant la fin de leur service, invoquant des raisons diverses. Le besoin de retrouver leurs frères de sang, des doutes sur la légitimité de certaines missions, une incapacité à accepter que leur mort ne sera jamais commémorée. L'Ordo Xénos examine chaque demande avec attention. Les guerriers qui ont servi honorablement sont généralement libérés. Leurs armures repeintes aux couleurs de leur chapitre, leur serment à la Death Watch considéré comme accompli. Mais certains restent, parfois au-delà de la durée initialement prévue, parfois indéfiniment. Ils découvrent que le retour à leur chapitre d'origine est devenu impossible, non pas physiquement, mais psychologiquement. Ils ont vu trop de choses, combattu trop d'ennemis différents, développé une perspective trop large pour se réintégrer dans la culture insulaire d'un seul chapitre. Ces guerriers deviennent les vétérans permanents de la Death Watch, ceux qui forment les nouvelles recrues, qui dirigent les missions les plus dangereuses, qui incarnent la doctrine du sacrifice oubliée dans sa forme la plus pure. Il existe également ceux qui ne peuvent pas retourner parce qu'ils ont été déclarés morts. Leurs chapitres les ont commémorés, leurs noms ont été gravés sur les monuments aux disparus, leurs équipements ont été redistribués. Mais ils ont survécu, retrouvés des années après avoir été considérés comme perdus, récupérés sur des mondes désolés où ils continuaient à combattre seuls, attendant des renforts qui n'étaient jamais venus. L'Ordo Xénos leur offre alors un choix. Tenter de retourner à leur chapitre et affronter les complications de cette résurrection, ou rester dans la Death Watch et continuer à servir dans l'anonymat. Beaucoup choisissent la seconde option, trouvant une étrange paix dans le fait que leur existence officielle s'est terminée, qu'ils n'ont plus rien à prouver, aucune gloire à chercher, seulement la mission à accomplir jusqu'à ce que la mort véritable les trouve enfin. L'armure que porte un membre de la Death Watch n'est jamais entièrement neuve. Elle porte les cicatrices de ceux qui l'ont portée avant, les réparations effectuées sur des dizaines de mondes différents, les modifications apportées par des tech marines qui ont appliqué leurs connaissances spécifiques pour adapter la protection à des menaces particulières. Chaque plaque d'adamantium raconte une histoire que personne ne consigne. Chaque joint articulé a été ajusté pour compenser les dommages causés par des armes Xénos, dont certaines n'existent plus, leurs espèces ayant été exterminées depuis. Les armures énergétiques de la Death Watch sont des palimpsestes mécaniques, des objets où les strates de service s'accumulent
sans jamais être complètement effacés, créant une continuité silencieuse entre les guerriers disparus et ceux qui servent aujourd'hui. Lorsqu'un guerrier reçoit son armure noire pour la première fois, les Tech Marines lui expliquent rarement son histoire complète. Ils mentionnent parfois le chapitre d'origine de certaines pièces. Une cuirasse forgée sur Mars il y a 4 siècles. Un brassard récupéré sur le corps d'un Blood Angel tombé lors d'une purge tyrannide. Des jambières qui appartenaient autrefois à un Imperial Fist qui survécut à 17 missions avant de disparaître dans une tombe au monde Necron. Mais les détails précis restent flous, volontairement incomplets. L'armure doit servir son nouveau porteur sans que le poids des morts précédents ne devienne une obsession. Pourtant, les guerriers ressentent cette présence. Dans les moments de silence entre les combats, lorsqu'ils effectuent les rituels de maintenance et d'onction de leur équipement, ils perçoivent parfois des anomalies subtiles, une articulation qui se déplace légèrement différemment qu'attendu, un réacteur dorsal qui émet un son presque imperceptible, des marques gravées à l'intérieur des plaques que personne n'avait signalées. Ces marques constituent un phénomène récurrent dans la Death Watch. Les guerriers gravent discrètement des symboles, des dates, des coordonnées stellaires sur les surfaces intérieures de leurs armures, créant une archive personnelle invisible à quiconque n'enlève pas les plaques. Certains inscrivent les noms de Xenos particulièrement dangereux qu'ils ont éliminés, d'autres notent les systèmes stellaires où des frères sont tombés, d'autres encore marquent simplement le nombre de missions accomplies. Ces inscriptions ne violent aucun règlement officiel, mais elles contredisent l'esprit d'effacement qui anime la Death Watch. Les Tech Marines qui découvrent ces gravures lors des maintenances majeures font face à un dilemme. Les effacer pour préserver l'anonymat doctrinal, ou les laisser comme témoignage que même dans l'oubli organisé, la mémoire persiste. La plupart choisissent de les laisser, ajoutant parfois leur propre marque technique, créant ainsi une stratigraphie secrète qui traverse les générations de guerriers. L'armure noire elle-même possède des propriétés qui dépassent la simple protection physique. La couleur n'est pas seulement symbolique, elle résulte d'un processus alchimique développé par l'Adeptus Mechanicus, spécifiquement pour la Death Watch. Le pigment contient des particules microscopiques qui absorbent certaines fréquences de radiation, rendant les guerriers moins détectables par les senseurs Xenos basés sur des spectrums non visibles. Cette propriété s'avère particulièrement efficace contre les technologies tau de détection thermique et contre certains biosenseurs tyrannides qui repèrent les signatures énergétiques des armures énergétiques standards. Le noir de la Death Watch crée également un effet psychologique sur les ennemis qui perçoivent les couleurs de manière similaire aux humains. Les orcs, créatures qui associent les couleurs à des concepts spécifiques, réagissent au noir avec une forme de confusion instinctive, leur psychologie collective n'ayant pas établi de signification claire pour cette absence de pigmentation martiale. Les épaules constituent l'exception visible à cette uniformité noire. L'épaule gauche conserve les couleurs du chapitre d'origine, peintes avec les mêmes pigments et les mêmes techniques utilisées par le chapitre lui-même. Cette épaule devient un fragment d'identité préservé, un rappel que le guerrier appartient toujours, techniquement, à sa légion d'origine. Mais avec le temps, cette épaule colorée commence à sembler étrangère au reste de l'armure. Le contraste devient presque dérangeant. Le bleu éclatant des ultramarines à côté du noir absorbant. Le rouge sang des Blood Angels juxtaposé à l'absence de toute autre couleur. Certains guerriers ressentent ce contraste comme une tension permanente, un rappel visuel de leur état liminal entre deux identités. D'autres y trouvent un réconfort, une encre qui les empêche de se perdre complètement dans l'anonymat de la Death Watch. L'épaule droite, quant à elle, porte le symbole de la Death Watch, le crâne argenté sur fond noir, entouré par l'Inquisition stylisée. Ce symbole ne glorifie rien. Il n'évoque pas la victoire, ni la conquête, ni l'héroïsme. Il représente la mort elle-même, la mort que les guerriers infligent aux Xenos et la mort qu'ils acceptent comme leur destinée probable. Le crâne n'est pas celui d'un héros, mais celui d'un anonyme, sans nom, sans trait distinctif, réductible à l'essence même de la mortalité.
Les inquisiteurs qui conçurent ce symbole comprenaient que la Death Watch ne pouvait pas s'identifier aux iconographies glorieuses des chapitres. Elle nécessitait un emblème qui exprime la fonction plutôt que l'aspiration, qui rappelle constamment que le service se termine dans l'obscurité, pas dans la lumière. Les modifications d'armure constituent un aspect crucial du service dans la Death Watch. Contrairement aux chapitres qui maintiennent des standards rigides pour l'apparence et la configuration de leurs armures énergétiques, la Death Watch encourage l'adaptation. Les Tech-Marines travaillent avec chaque guerrier pour optimiser son équipement en fonction des menaces spécifiques qu'il affrontera. Un membre d'un kill team assigné aux zones tyrannides recevra des joints renforcés résistants aux acides biologiques, des filtres atmosphériques améliorés pour bloquer les spores toxiques, et parfois des lance-flammes montés sur brassard pour créer des barrières de feu temporaires. Un guerrier déployé contre les Nécrons verra son armure équipée de générateurs de champs de stase portables capables de perturber les protocoles de téléportation, de plaques blindées en alliage rare qui résistent le mieux aux armes Gauss, et de senseurs ajustés pour détecter les fluctuations dimensionnelles précédant les attaques par portail. Ces modifications créent une diversité visuelle paradoxale au sein de l'uniformité noire. Deux guerriers de la Death Watch peuvent porter des armures de marque identiques, repeintes de la même couleur, ornées des mêmes symboles, mais leurs silhouettes diffèrent subtilement en raison des équipements spécialisés. Cette diversité reflète la philosophie tactique de la Death Watch. Chaque guerrier est un outil spécialisé, façonné pour une fonction précise au sein du kill team. L'uniformité totale produirait une force inflexible, incapable de s'adapter à la multiplicité des menaces Xenos. L'individualisation complète créerait un chaos tactique incompatible avec la coordination nécessaire. La Death Watch navigue entre ces extrêmes, maintenant une identité collective tout en permettant les variations fonctionnelles. Les armures accumulent également des marques de combat que les Tech-Marines ne réparent pas toujours complètement. Une griffure laissée par un guerrier tyrannide, un impact de fusil plasma tau dont la décoloration résiduelle persiste malgré les nettoyages, une déformation mineure causée par l'explosion d'une grenade orque. Ces imperfections ne compromettent pas l'intégrité structurelle de l'armure, mais elles témoignent de son usage réel, de son passage à travers des zones de guerre que peu de machines impériales traversent et survivent. Certains guerriers considèrent ces marques comme des décorations plus authentiques que n'importe quelle médaille, car elles proviennent directement du contact avec l'ennemi, sans médiation symbolique, sans cérémonie d'attribution. Lorsqu'un guerrier termine son service dans la Death Watch et retourne à son chapitre, l'armure noire lui est retirée. Elle sera nettoyée, réparée, recalibrée, puis assignée à un nouveau membre. Mais avant cela, le guerrier sortant a droit à un moment privé avec son équipement. Dans une chambre fermée, seul, il peut examiner l'armure une dernière fois, lire les inscriptions intérieures qu'il a ajoutées, toucher les surfaces qu'il a connues intimement pendant des années ou des décennies. Certains pleurent silencieusement, non de tristesse, mais d'une émotion complexe mêlant le soulagement d'avoir survécu, le regret de quitter cette fraternité particulière et la conscience que cette armure continuera sans eux, portant d'autres guerriers vers des batailles qu'ils ne verront jamais. D'autres restent stoïques, accomplissant un dernier rituel de maintenance, onctionnant les joints avec l'huile sacrée, murmurant des prières pour celui qui portera cette protection ensuite. Puis ils quittent la chambre, et l'armure noire devient le passé, une mémoire qu'ils emporteront, mais qui ne leur appartient déjà plus. La relation entre la Death Watch et l'Ordo Xenos n'est pas celle d'un simple commandement militaire. Elle ressemble davantage à une symbiose complexe où deux organismes distincts partagent des ressources et des objectifs sans jamais fusionner complètement. L'Inquisition ne possède pas la Death Watch au sens où elle posséderait une armée personnelle. Les Space Marines demeurent des guerriers de l'Adeptus Astartes, techniquement indépendants de toute autre branche de l'Imperium. Mais dans la pratique, la Death Watch existe parce que l'Ordo Xenos la nécessite. Et l'Ordo Xenos fonctionne efficacement parce que la Death Watch exécute les missions que ses inquisiteurs conçoivent. Cette interdépendance crée des tensions récurrentes, des négociations subtiles sur l'autonomie opérationnelle et parfois des conflits ouverts
lorsque les priorités divergent. Les inquisiteurs de l'Ordo Xenos sont des individus formés pour comprendre les menaces extraterrestres dans toute leur complexité. Ils ne sont pas de simples chasseurs de Xenos, mais des érudits qui étudient les cultures aliens, qui apprennent leur langage lorsque cela est possible, qui analysent leur structure sociale et leur motivation. Cette approche les distingue des fanatiques qui ne voient dans les Xenos que des abominations à exterminer sans réflexion. Un inquisiteur de l'Ordo Xenos reconnaît que certaines espèces Xenos possèdent des technologies supérieures à celles de l'Imperium, que d'autres manifestent des capacités psychiques que même les plus puissants psycheurs humains ne maîtrisent pas, que quelques-unes comprennent des aspects de la réalité que l'humanité ignore encore. Cette reconnaissance ne produit aucune sympathie, aucune tolérance, mais elle génère un respect pragmatique pour la dangerosité de l'ennemi. Lorsqu'un inquisiteur identifie une menace Xenos nécessitant une intervention militaire spécialisée, il soumet une requête formelle au Watch Commander de la forteresse la plus proche. Cette requête contient toutes les données disponibles, observations astronomiques, rapports de scouts impériaux, témoignages de survivants, analyse de technologies récupérées, estimation de la taille et de la nature de la force Xenos. Le Watch Commander, généralement un Space Marine vétéran qui a servi des décennies dans la Death Watch, examine la requête avec son conseil de guerre composé d'autres vétérans représentant différents chapitres. Ils évaluent la menace, déterminent si elle justifie le déploiement d'un kill team, et si oui, quelle configuration d'expertise sera nécessaire. Cette évaluation peut prendre des jours, parfois des semaines, pendant lesquelles l'inquisiteur attend, conscient que refuser sa requête n'implique pas un manque de volonté, mais un jugement tactique sur l'allocation optimale de ressources limitées. Les désaccords émergent fréquemment lors de cette phase. Un inquisiteur peut considérer qu'une incursion tôt dans un système mineur constitue une priorité absolue en raison des implications politiques ou des dangers idéologiques que représente l'expansion de l'Empire Tau. Le Watch Commander, évaluant la situation depuis une perspective purement militaire, peut juger que cette incursion ne menace pas immédiatement des populations impériales significatives et que les kill teams disponibles seraient mieux employés contre une flotte ruche tyrannide approchant d'un monde ruche densément peuplé. Ces désaccords ne se résolvent pas par des ordres hiérarchiques, car l'Inquisition ne commande pas directement la Death Watch, mais par des négociations où chaque partie expose ses arguments, invoque ses autorités respectives et cherche un compromis acceptable. Certains inquisiteurs développent des relations de travail prolongées avec des forteresses spécifiques ou avec des kill teams particuliers. Ils apprennent à anticiper les capacités et les limites des guerriers, à comprendre comment formuler leurs requêtes pour maximiser les chances d'acceptation, à fournir exactement le type de renseignements que les Space Marines trouvent utiles. Ces inquisiteurs deviennent des figures familières dans les forteresses, présents lors des briefings, consultant les archives, discutant des menaces émergentes avec les Watch Commanders. Quelques-uns vont jusqu'à accompagner les kill teams sur le terrain, bien que cette pratique soit rare et généralement découragée. Un inquisiteur, même s'il possède des augmentations cybernétiques et un entraînement martial avancé, reste fragile comparé à un Space Marine. Sa présence sur le champ de bataille peut compromettre la mobilité du kill team, créer un objectif vulnérable que les guerriers doivent protéger et introduire des complications tactiques évitables. Les Space Marines excellent au combat et à l'exécution de missions définies, mais ils ne possèdent pas les compétences diplomatiques, les connaissances xénolinguistiques ou l'autorité légale pour gérer certaines situations complexes. Un inquisiteur accompagnant un kill team apporte cette dimension supplémentaire, transformant l'opération d'une simple frappe militaire en une intervention aux multiples facettes. Ces missions conjointes créent des dynamiques particulières. Les guerriers de la Death Watch doivent adapter leurs tactiques pour assurer la sécurité d'un humain non augmenté, tandis que l'inquisiteur doit accepter qu'en situation de combat, les décisions tactiques immédiates appartiennent au kill team leader, pas à lui. L'Ordo Xenos finance partiellement la Death Watch, bien que les détails économiques restent opaques. Les forteresses
reçoivent des allocations de ressources provenant de diverses sources. Dîmes prélevées sur les mondes impériaux proches, contributions des chapitres qui fournissent des guerriers, réquisitions approuvées par l'administratum et fonds discrétionnaires de l'Inquisition elle-même. Cette diversité de financement garantit une certaine indépendance, empêchant qu'une seule entité ne contrôle complètement les opérations de la Death Watch. Mais elle complique également la logistique, créant des situations où une forteresse manque de munitions spécialisées pendant des mois parce que les demandes d'approvisionnement se perdent dans les bureaucraties concurrentes, ou parce qu'un inquisiteur a détourné un convoi vers une autre priorité sans informer le Watch Commander. Les archives partagées entre l'Ordo Xenos et la Death Watch constituent l'un des aspects les plus précieux de leur collaboration. Chaque mission accomplie génère des rapports détaillés. Composition des forces Xenos rencontrées, tactiques observées, vulnérabilités exploitées, technologies récupérées ou détruites. Ces rapports alimentent les bases de données cogitateurs des forteresses et des bastions inquisitoriaux, créant une connaissance cumulative sur les menaces Xenos qui s'étend sur des millénaires. Les Magos Biologistes de l'Adeptus Mechanicus consultent ces archives pour leurs recherches sur les formes de vie extraterrestres. Les tacticiens des chapitres de Space Marines les étudient pour préparer leur propre campagne anti-Xenos. Les inquisiteurs les analysent pour identifier des patterns, des corrélations entre des événements apparemment sans rapport, des indices de menaces émergentes que personne n'a encore pleinement comprises. Mais cette collaboration comporte des zones d'ombre. L'Inquisition est une organisation secrète par nature, opérant selon des principes qui privilégient la discrétion et la manipulation. Certains inquisiteurs de l'Ordo Xenos poursuivent des agendas personnels qui ne correspondent pas aux intérêts déclarés de l'Imperium. Ils peuvent utiliser la Death Watch pour éliminer des rivaux Xenos qui menacent leurs propres projets clandestins, ou pour récupérer des technologies aliens qu'ils comptent étudier en violation des protocoles orthodoxes. Les guerriers de la Death Watch, conditionnés à obéir aux autorités légitimes et à se concentrer sur l'exécution des missions, ne questionnent généralement pas les motivations des inquisiteurs qui les déploient. Mais parfois, les incohérences deviennent trop évidentes. Un kill team reçoit l'ordre de détruire une installation Xenos. Puis, lors de la mission, un inquisiteur les contacte secrètement pour leur demander de préserver certains équipements spécifiques. Ou un guerrier découvre que la cible Xenos qu'il vient d'éliminer était en réalité un individu alien qui collaborait avec l'Imperium, fournissant des renseignements précieux en échange de protection. Ces découvertes créent des crises de conscience. Les Space Marines de la Death Watch jurent de servir l'Imperium et l'Empereur. Mais quelle autorité prime lorsque les représentants de l'Imperium se contredisent ou agissent de manière manifestement contraire au bien commun? Les chapelains de la Death Watch conseillent généralement la prudence et l'obéissance, rappelant que les guerriers ne possèdent pas la vision complète des enjeux stratégiques, que l'Inquisition opère selon des logiques qui dépassent la compréhension militaire. Mais quelques guerriers, particulièrement ceux issus de chapitres avec de fortes traditions d'honneur personnel, comme les Imperial Fist ou les Salamanders, refusent d'accepter cette réponse. Ils demandent des clarifications, exigent de rencontrer des autorités inquisitoriales supérieures et, dans de rares cas extrêmes, désobéissent aux ordres qu'ils jugent fondamentalement corrompus. Ces incidents restent exceptionnels, mais ils révèlent la fragilité de la relation entre la Death Watch et l'Ordo Xenos. La collaboration fonctionne tant que les objectifs convergent, tant que les inquisiteurs respectent l'autonomie opérationnelle des guerriers et que les guerriers acceptent la légitimité de l'autorité inquisitoriale. Mais cette convergence n'est jamais garantie, et les tensions sous-jacentes persistent, invisibles la plupart du temps, mais capables de surgir violemment lorsque les circonstances les révèlent. Les premières rencontres avec les tyrannides changèrent la nature même de la Death Watch. Avant leur arrivée, les menaces Xenos possédaient une certaine prévisibilité. Les orques envahissaient, se battaient, se multipliaient selon des patterns que l'Imperium comprenait après des millénaires de conflits. Les Aeldaris frappaient avec précision, manipulaient, puis disparaissaient dans leur vaisseau-monde ou leur toile.
Les espèces mineures occupaient des niches écologiques limitées, contenables par des campagnes militaires conventionnelles. Mais les tyrannides introduisirent une variable nouvelle, l'extinction totale et irréversible, la consommation absolue de toute matière organique, la transformation de mondes entiers en roches stériles, dépourvues de toute trace de vie. Face à cette menace, la Death Watch comprit qu'elle n'affrontait plus seulement des ennemis, mais un processus cosmique d'annihilation qui ne négociait pas, ne se retirait pas et ne laissait aucune possibilité de coexistence. La première flotte ruche détectée par l'Imperium émergea du vide intergalactique dans le Segmentum Ultima au cours du 41e millénaire. Les observatoires astronomiques signalèrent des perturbations gravitationnelles inhabituelles, des occlusions stellaires causées par des objets massifs se déplaçant à une fraction de la vitesse de la lumière. Les flottes explorateurs envoyées pour investiguer ne revinrent jamais, leur dernière transmission décrivant des structures biologiques de taille planétaire, des essaims de créatures volantes comptant des millions d'individus, et une ombre psychique qui éteignait l'Astronomicon et isolait les systèmes affectés du reste de l'Imperium. Les premiers mondes attaqués disparurent en quelques semaines, leur population dévorée, leurs océans asséchés, leur atmosphère dépouillée. Lorsque les flottes impériales arrivèrent enfin, elles trouvèrent des planètes réduites à des sphères de roches nues, sans eau, sans air, sans la moindre bactérie. L'Ordo Xenos réagit avec une urgence qui surprit même les vétérans de la Death Watch. Les inquisiteurs convoquèrent des conclaves d'urgence, réquisitionnèrent tous les kill teams disponibles et ordonnèrent la construction de nouvelles forteresses dans les secteurs menacés. Mais les premières missions contre les tyrannides révélèrent l'inadéquation des tactiques existantes. Les kill teams déployés sur les mondes en cours d'invasion découvrirent qu'ils affrontaient non pas une armée organisée selon des principes stratégiques compréhensibles, mais un organisme écologique complexe où chaque créature remplissait une fonction spécifique dans un système d'exploitation biologique totale. Les Thermagants et Hormagons formaient des vagues innombrables qui submergeaient les défenses par le nombre pur. Les Warriors tyrannides coordonnaient ces essaims via des liens synaptiques invisibles mais omniprésents. Les Carnifex brisaient les fortifications avec une force qui dépassait celle des tanks les plus lourds. Et au-dessus de tout cela, l'ombre psychique étouffait les communications, désactivait les équipements psychiques et plongeait les défenseurs dans un isolement total. Les premiers kill teams envoyés contre les tyrannides subirent des pertes catastrophiques. Les guerriers découvrirent que leurs bolters, si efficaces contre la plupart des ennemis, nécessitèrent des quantités prohibitives de munitions pour arrêter ne serait-ce qu'une fraction de l'essaim. Leurs armures énergétiques, conçues pour résister aux armes conventionnelles et énergétiques, se dégradaient rapidement sous l'effet des acides biologiques sécrétés par de nombreuses bioformes. Leur doctrine tactique, basée sur la mobilité et les frappes ciblées, échouait face à un ennemi qui ne possédait pas de commandement centralisé vulnérable, pas de ligne de ravitaillement à couper, pas de morale à briser. Les tyrannides ne fuyaient jamais, ne se rendaient jamais, ne commettaient pas d'erreurs tactiques exploitables. Ils avançaient, consommaient, s'adaptaient et continuaient jusqu'à ce que plus rien ne reste à dévorer. Les survivants de ces premières missions revinrent transformés. Ils avaient vu des camarades engloutis vivants par des créatures ressemblant à des serpents de plusieurs dizaines de mètres, digérés en quelques minutes, leurs gènes absorbés pour créer de nouvelles bioformes. Ils avaient combattu pendant des heures, sans interruption, alors que l'essaim se renouvelait constamment, chaque créature abattue remplacée par 3 autres, surgissant de vaisseaux organiques en orbite. Ils avaient senti l'ombre psychique pressée contre leur esprit, une présence collective affamée qui réduisait la conscience individuelle à une simple fonction de consommation. Les chapelains de la Death Watch durent développer de nouveaux rituels de purification mentale pour aider ces guerriers à retrouver leur équilibre psychologique, car même les Space Marines, conditionnés contre la peur, pouvaient être ébranlés par l'expérience de combattre une menace aussi absolument étrangère à toute logique de vie connue.
L'Ordoxénos et la Death Watch entamèrent alors un processus d'apprentissage accéléré. Les Magos Biologie disséquèrent les cadavres de tyrannides, récupérés sur les champs de bataille, découvrant que ces créatures n'étaient pas des organismes indépendants, mais des composants d'un super-organisme galactique. Chaque bioforme possédait un génome hautement instable, capable de mutations rapides en réponse aux menaces rencontrées. Les inquisiteurs analysèrent les patterns d'invasion, identifiant les phases, infiltration par les Genestealers qui établissaient des cultes sur les mondes cibles, émergence de la flotte ruche qui déployait l'ombre psychique, débarquement massif des essaims qui submergèrent les défenses, consommation totale de la biomasse planétaire, puis départ de la flotte renforcée vers de nouvelles cibles. Cette compréhension permit de développer des contre-stratégies. La Death Watch réorienta ses tactiques anti-tyrannides vers des objectifs spécifiques. Plutôt que d'affronter les essaims en bataille rangée, ce qui était suicidaire, les Kill Teams se concentrèrent sur l'identification et l'élimination des organismes synaptiques. Ces créatures, généralement des Warriors ou des Tyrannid Primes, maintenaient la cohésion de l'essaim dans des zones spécifiques. Leur destruction créait des fenêtres temporaires de désorganisation où les bioformes inférieures, privées de direction synaptique, régressaient vers des comportements instinctifs et devenaient vulnérables. Les Kill Teams apprirent également à cibler les structures de reproduction, les Biotitans qui générèrent de nouvelles créatures sur le champ de bataille, et les Norn Queens cachés dans les vaisseaux ruches orbitaux lorsque des raids spatiaux devenaient possibles. Les armes et équipements évoluèrent en conséquence. Les tech marines de la Death Watch développèrent des munitions incendiaires spécialisées pour les bolters, capables de créer des barrières de feu qui ralentissaient les essaims. Les lance-flammes lourds devinrent des équipements standards pour les missions anti-tyrannides. Leur capacité à incinérer des dizaines de créatures simultanément compensant partiellement le désavantage numérique. Des sérums antitoxines améliorés furent synthétisés pour contrer les poisons biologiques tyrannides. Des protections acides recouvrirent les armures énergétiques. Certaines forteresses établirent des protocoles d'entraînement spécifiques où les guerriers combattaient dans des environnements simulés, reproduisant les conditions d'une invasion tyrannide. Chaleur extrême causée par les millions de créatures en mouvement, air saturé de spores, sol couvert de matière organique glissante, visibilité réduite par les nuages de déchets biologiques. Mais malgré ces adaptations, les tyrannides demeurèrent la menace la plus difficile que la Death Watch affrontait. Chaque flotte ruche apprenait des précédentes, développait de nouvelles bioformes spécialisées contre les tactiques impériales. Les lictors infiltraient les lignes de défense, assassinant silencieusement les commandants et les psycheurs. Les Raveneurs creusaient des tunnels sous les fortifications, permettant aux essaims de surgir directement à l'intérieur des périmètres défensifs. Les Hive Tyrans commandaient avec une intelligence tactique qui rivalisait avec celle des meilleurs généraux humains. Et derrière toutes ces créatures, la Hive Mind elle-même, une conscience collective de proportions galactiques, guidait l'invasion avec une patience cosmique qui acceptait les pertes temporaires comme des investissements dans l'apprentissage. Les Kill Teams de la Death Watch, spécialisés dans la lutte anti-tyrannide, développèrent une mentalité particulière. Ils savaient que leur victoire était toujours temporaire, que chaque essaim repoussé serait suivi par d'autres, que la guerre contre les tyrannides ne se terminerait jamais par une victoire définitive, mais seulement par une succession de retardements. Ils combattaient non pour conquérir ou pour gloire, mais simplement pour gagner du temps, pour permettre l'évacuation de populations civiles, pour retarder la consommation d'un monde suffisamment longtemps pour que les ressources stratégiques puissent être évacuées ou détruites. Cette forme de guerre d'attrition psychologique érodait lentement leur esprit, malgré tout leur conditionnement. Certains demandèrent à être réassignés à d'autres types de missions après avoir passé trop de temps à combattre les tyrannides. D'autres persistèrent, obsédés par la nécessité de comprendre cette menace, de trouver une faiblesse fondamentale qui permettrait enfin une victoire durable. Cette obsession produisit quelques découvertes. Des guerriers remarquèrent que les tyrannides évitaient systématiquement certaines régions spatiales,
des zones apparemment ordinaires, mais qui partageaient une caractéristique subtile, la présence de radiations spécifiques ou de champs magnétiques particuliers. D'autres observèrent des anomalies dans le comportement de l'essaim lorsque certaines fréquences sonores étaient émises, suggérant que les communications synaptiques pouvaient être perturbées. Ces observations furent compilées, analysées, testées. Elles ne révélèrent aucune solution miracle, aucune arme absolue contre les flottes-ruches, mais elles permirent des améliorations marginales, des avantages tactiques mineurs, qui, cumulés sur des dizaines de batailles, sauvèrent des milliers de vies et ralentirent suffisamment les invasions pour que l'Imperium puisse organiser des réponses plus coordonnées. Les orques représentent, pour la Death Watch, une énigme différente de celle posée par les tyrannides. Là où les flottes ruches incarnent une menace existentielle calculée et méthodique, les orques manifestent un chaos organique qui défie toute logique stratégique conventionnelle. Ils n'ont pas de plan à long terme, pas de structure de commandement stable, pas d'objectif clairement défini, au-delà de la simple violence perpétuelle. Pourtant, ils demeurent l'une des menaces xénos les plus persistantes de la galaxie, leur présence ayant précédé même la grande croisade de l'Empereur, et leur capacité de survie dépassant celle de civilisations infiniment plus sophistiquées. La Death Watch combat les orques depuis sa fondation, et après des millénaires d'engagement, elle a appris une vérité troublante. Les orques ne peuvent jamais être véritablement éradiqués, seulement contenus, fragmentés et empêchés d'atteindre la masse critique qui transformerait leur horde désorganisée en WAG, capable de submerger des secteurs entiers. La biologie orque explique en partie cette résilience impossible. Contrairement aux autres espèces qui se reproduisent par des processus biologiques conventionnels, les orques libèrent des spores tout au long de leur existence, et particulièrement au moment de leur mort. Ces spores, microscopiques et extrêmement résistantes, peuvent survivre dans presque tous les environnements. Vide spatial, radiation extrême, température glaciale ou volcanique. Elles s'enracinent dans le sol, germent en formant d'abord des champignons primitifs, puis évoluent graduellement vers des formes de vie de plus en plus complexes, snotlings, gretchens et finalement orques adultes. Ce cycle signifie qu'un seul orque visitant un monde suffit pour établir une infestation qui, si elle n'est pas totalement purgée, régénérera une population complète en quelques années ou décennies. Les Kill Teams de la Death Watch ont découvert des infestations orques sur des mondes où aucun orque vivant n'avait été signalé depuis des siècles, les spores ayant attendu dans le sol, patientes, jusqu'à ce que les conditions environnementales permettent leur germination. Cette réalité transforme chaque engagement contre les orques en une opération à deux phases. La première consiste à éliminer la population orque active, généralement par des frappes décapitantes, ciblant les warboss qui maintiennent une cohésion relative dans les hordes. Les warboss orques sont des spécimens exceptionnellement grands et puissants, leur taille étant directement proportionnelle à leur succès au combat et à leur domination sur les autres orques. Ils incarnent le principe psychique collectif orque, selon lequel la force génère la réalité. Un warboss croit qu'il est le plus fort, donc il devient effectivement plus fort, sa simple présence inspirant terreur et obéissance. Les Kill Teams assignés à l'élimination de warboss doivent naviguer à travers des campements orques massifs, évitant les patrouilles chaotiques, identifiant le warboss parmi des dizaines de prétendants, puis l'abattre avec une violence suffisante pour que sa mort soit incontestable et brise la cohésion de la WAG. Mais tuer le warboss ne termine jamais le conflit. La seconde phase exige la purge totale des spores, un processus qui nécessite généralement un exterminatus limité ou des bombardements incendiaires massifs qui stérilisent la surface planétaire. Les Kill Teams de la Death Watch supervisent parfois ces purges, marquant les zones nécessitant une attention particulière, identifiant les concentrations de spores via des senseurs biologiques et éliminant les poches de résistance orques qui pourraient survivre aux bombardements initiaux. Cette tâche manque de gloire. Elle consiste à parcourir des ruines carbonisées, à scanner des sols vitrifiés, à confirmer que les lectures biologiques sont descendues sous les seuils acceptables. Les guerriers qui accomplissent ces missions
comprennent qu'ils effectuent un travail nécessaire, mais ingrat, un nettoyage méthodique, qui ne sera jamais commémoré dans les champs de bataille. La psychologie collective orque, le chant Waag, constitue un autre défi pour la Death Watch. Les orques génèrent inconsciemment un champ psychique qui renforce leurs croyances collectives et les transforme en réalité. Si suffisamment d'orques croient qu'un véhicule fonctionne, il fonctionnera effectivement, même si son assemblage viole tous les principes mécaniques connus. Si une horde entière croit qu'une couleur spécifique procure un avantage particulier, les véhicules peints de cette couleur manifesteront effectivement cet avantage. Ce phénomène rend l'analyse des capacités orques extrêmement difficile. Un kill team peut affronter une bande orque équipée de fusils qui ne devraient pas fonctionner mécaniquement, mais qui tirent néanmoins des projectiles mortels parce que les orques croient fermement en leur efficacité. Les techmarines de la Death Watch qui examinent les épaves de véhicules orques capturés découvrent fréquemment des impossibilités mécaniques. Moteurs sans source d'énergie identifiable, systèmes d'armes dont les composants ne sont pas connectés, armures composées de métaux incompatibles qui pourtant restent structurellement solides. Cette réalité force la Death Watch à adopter des tactiques qui ciblent la psychologie orque autant que leur force physique. Les orques respectent la violence et la domination. Un kill team qui élimine spectaculairement un chef orque peut provoquer une fragmentation immédiate de sa bande, les survivants se battant entre eux pour établir une nouvelle hiérarchie plutôt que de poursuivre l'ennemi impérial. Inversement, un kill team qui se retire ou qui évite le combat peut renforcer la confiance collective des orques, les encourageant à devenir plus agressifs et à attirer davantage de leurs congénères vers la zone de conflit. Les vétérans de la Death Watch, spécialisés dans les opérations anti-orques, apprennent à lire les dynamiques de pouvoir au sein des bandes, à identifier les rivalités entre chefs et à exploiter ces divisions en éliminant sélectivement les individus qui maintiennent une cohésion fragile. Les forteresses de la Death Watch, situées dans des régions à forte activité orque, maintiennent des chambres d'entraînement spécifiques, reproduisant les environnements de combat typiques. Ces simulations incluent des campements improvisés, construits à partir de débris, des réseaux de tunnels creusés au hasard qui s'effondrent périodiquement, et des zones remplies de pièges orques rudimentaires mais létaux, mines fabriquées à partir de munitions non explosées, attachées à des déclencheurs mécaniques simples, fosses couvertes de débris dissimulant des pieux empoisonnés, câbles tendus à hauteur de gorge. Les guerriers s'entraînent également à combattre dans des conditions de bruit extrêmes, car les orques génèrent constamment un vacarme assourdissant. Hurlements de guerre, tirs d'armes fonctionnant mal, explosions accidentelles et le rugissement omniprésent de leurs véhicules mal entretenus. Les missions anti-orques varient considérablement en complexité. Certaines consistent simplement à éliminer de petites bandes qui infestent des avant-postes miniers ou des colonies agricoles isolées. Ces opérations se terminent généralement en quelques heures, les kill teams éradiquant les orques présents puis marquant la zone pour une purge complète ultérieure. D'autres missions impliquent l'infiltration de Waag massives, comptant des millions d'orques, où l'objectif consiste à saboter les rares structures organisationnelles qui permettent à la horde de maintenir une direction cohérente. Ces infiltrations exploitent le chaos inhérent au rassemblement orques. Les guerriers se déguisent parfois grossièrement, portant des peaux orques récupérées ou des armures modifiées pour ressembler à l'équipement orque, profitant du fait que les orques ne possèdent pas de véritable reconnaissance sociale et acceptent généralement toute créature suffisamment grande et agressive comme l'un des leurs. Les kill teams découvrent également que les orques ne sont jamais complètement isolés. Leurs écosystèmes incluent des espèces symbiotiques ou parasitaires, les squigs, créatures ressemblant à des bouches dentées sur pattes qui servent de nourriture, d'armes vivantes ou d'animaux de compagnie agressifs. Les Gretchen, sous-espèces orques plus petites et plus faibles qui accomplissent les tâches que les orques considèrent indignes, et diverses formes de champignons qui fournissent nutriments et matériaux de construction.
Éradiquer une infestation orque nécessite donc de détruire l'ensemble de cet écosystème, pas seulement les guerriers orques eux-mêmes. Les Gretchins, bien que pathétiques individuellement, peuvent maintenir une population orque en gestation si les spores présentes dans leur environnement ne sont pas complètement stérilisés. Un phénomène particulièrement troublant documenté par la Death Watch concerne l'évolution des orques en réponse aux menaces prolongées. Lorsqu'une population orque survit suffisamment longtemps face à un ennemi spécifique, elle commence à générer des spécimens spécialisés adaptés à ce conflit. Des orques affrontant régulièrement des forces blindées impériales produiront davantage de tanks Bustaz équipés d'armes anti-véhicules. Ceux combattant dans des environnements urbains développeront des tactiques de siège rudimentaires et des commandos capables d'infiltration. Cette adaptation n'est pas consciente ou planifiée, mais émergente, résultant du champ psychique collectif qui récompense les comportements efficaces en renforçant les individus qui les manifestent. Les kill teams doivent donc constamment varier leurs méthodes pour éviter de déclencher des adaptations qui rendraient les orques plus difficiles à combattre. Malgré toute leur brutalité et leur apparente stupidité, les orques ont survécu à des extinctions qui ont anéanti des civilisations galactiques entières. Ils existaient avant l'Age of Strife, persistèrent durant les vieilles nuits et continuèrent à proliférer après que les flottes de l'Empereur les aient refoulés de milliers de mondes. La Death Watch reconnaît cette vérité désagréable. Les orques sont peut-être la forme de vie la plus réussie de la galaxie, précisément parce qu'ils n'aspirent à rien d'autre qu'à la violence perpétuelle. Ils ne construisent pas d'empires fragiles, ne développent pas de technologies dépendantes de ressources rares, ne créent pas de structures sociales vulnérables aux trahisons internes. Ils existent simplement, se battent, meurent et renaissent de leur propre spore. Un cycle éternel qui ne nécessite aucune infrastructure, aucune logistique complexe, aucune volonté autre que l'instinct primordial de combat. Les Xénos que la Death Watch affronte ne forment pas un ensemble homogène de menaces primitives ou prévisibles. Certaines espèces possèdent des histoires s'étendant sur des millions d'années, des technologies qui transcendent les lois physiques que l'Imperium comprend, et des motivations si éloignées de la logique humaine qu'elles demeurent opaques, même après des siècles d'études. Les Aeldaris et les Nécrons représentent ces adversaires ancestraux, civilisations qui régnèrent sur la galaxie lorsque l'humanité n'existait pas encore, qui connurent des apogées de puissance inconcevables et qui survivent maintenant dans des états de déclin ou de résurrection lente. Combattre ces ennemis exige de la Death Watch non seulement une maîtrise tactique, mais une forme d'humilité intellectuelle. Reconnaître que l'Imperium, malgré sa prétention à dominer les étoiles, demeure jeune et ignorant comparé à ces civilisations dont les ruines parsèment encore la galaxie. Les Aeldaris, autrefois maîtres incontestés de la Voie lactée, subsistent maintenant fragmentés en factions qui partagent une origine commune, mais poursuivent des destinées divergentes. Les Craft Worlds dérivent dans le vide, vaisseaux-mondes gigantesques, abritant les derniers représentants de leur espèce qui échappèrent à la chute, la catastrophe psychique qui dévora leur empire et donna naissance à Slaanesh. Ces Aeldari vivent selon la voie, une discipline rigide qui canalise leurs émotions pour éviter d'attirer l'attention du dieu du chaos qui réclame leurs âmes. Ils n'attaquent généralement pas l'Imperium par simple hostilité, mais selon des calculs prophétiques complexes, où le sacrifice de millions d'humains peut sembler nécessaire pour sauver quelques centaines d'Aeldaris. Cette logique, incompréhensible pour la mentalité impériale, crée des situations où les kill teams de la Death Watch doivent affronter des ennemis qui ne cherchent pas la conquête, mais accomplissent des objectifs mystérieux dont la nature n'apparaît souvent que des décennies après l'engagement. Les Drukhari, habitants de Komorrag, la cité-dimension cachée dans la toile, représentent une perversion différente de l'héritage Aeldari. Ils survivent en nourrissant Slaanesh avec la souffrance qu'ils infligent à d'autres êtres, retardant ainsi la consommation de leurs propres âmes. Leurs raids sur les mondes impériaux visent la capture d'esclaves qui seront torturés dans des arènes sadiques ou drainés lentement de leur essence vitale.
La Death Watch considère les Drukhari comme prioritaires pour l'élimination lorsque possible. Mais combattre ces Xénos présente des défis uniques. Ils n'occupent pas de territoire dans l'espace réel, se matérialisant via des portails de la toile qui s'ouvrent sans avertissement, frappant avec une vitesse impossible, puis disparaissant avant que des renforts puissent arriver. Les kill teams déployés contre les Drukharis doivent anticiper ces raids, identifier les patterns dans les attaques précédentes et établir des embuscades aux sites probables d'émergence. Les Arlequins, serviteurs du dieu rieur Ségorach, constituent une faction Aeldari encore plus énigmatique. Ils voyagent librement à travers la toile, apparaissant parfois pour combattre les forces du chaos, d'autres fois pour massacrer des garnisons impériales pour des raisons que nul ne comprend. Leurs troupes combattent avec une grâce chorégraphique, transformant la bataille en performance mortelle où chaque mouvement possède une signification symbolique. Les rares kill teams qui ont affronté des harlequins et survécu rapportent une expérience surréaliste. Des ennemis qui semblaient anticiper chaque action, qui se déplaçaient comme si la réalité elle-même se pliait pour accommoder leurs pas, et dont les armes généraient des effets défiant toute explication physique, créant des déchirures dans l'espace qui avalaient les guerriers entiers. Affronter les Aeldaris force la Death Watch à abandonner les tactiques de force brute qui fonctionnent contre les orques ou même partiellement contre les tyrannides. Les Aeldaris ne se battent jamais dans des conditions défavorables. Ils disposent de technologies de divination qui leur permettent de prévoir les déploiements ennemis, de générateurs de champs qui déforment les trajectoires des projectiles, et d'une mobilité qui rend les positions défensives statiques obsolètes. Un kill team engageant des Aspect Warriors Aeldaris découvre rapidement qu'il affronte des spécialistes dont l'expertise dans leur domaine martial spécifique dépasse celle de presque n'importe quel guerrier impérial. Les Howling Banshees se déplacent avec une vélocité qui transforme le combat au corps à corps en une série d'exécutions trop rapides pour être pleinement perçues. Les Dark Reapers éliminent des cibles à des distances où la plupart des armes impériales perdent leur précision. Les Fire Dragons percent les armures les plus épaisses, avec des armes thermiques d'une puissance concentrée terrifiante. Les archives de la Death Watch contiennent des milliers de rapports décrivant des rencontres avec les Aeldaris qui se sont terminées par des victoires tactiques impériales, mais qui, rétrospectivement, semblent avoir accompli exactement ce que les Xénos voulaient. Un kill team défend avec succès une installation de recherche contre un raid Aeldari, tuant la majorité des attaquants et forçant les survivants à se replier. Des mois plus tard, l'installation est détruite par une éruption warp soudaine qui tue tous les occupants et révèle qu'un artefact du chaos était caché dans les niveaux inférieurs, artefact que les Aeldaris tentaient apparemment de détruire. Ces réalisations tardives créent une frustration profonde chez les guerriers de la Death Watch, car elles suggèrent que parfois, les Aeldaris et l'Imperium partagent des ennemis communs, mais l'incompréhension mutuelle et les siècles d'hostilité rendent toute collaboration impossible. Les Nécrons représentent une menace d'une nature radicalement différente. Ils ne sont pas biologiques, mais mécaniques, des êtres autrefois organiques qui transférèrent leur conscience dans des corps métalliques vivants il y a des millions d'années pour échapper à une malédiction qui rongeait leur chair. Ils dormirent dans des tombeaux-mondes dispersés à travers la galaxie pendant des éons. Et maintenant, ils s'éveillent progressivement, réclamant les territoires qu'ils contrôlaient avant que l'humanité ou même les Aeldaris n'existent. Les Nécrons ne négocient pas, ne se rendent pas, et ne peuvent être tués définitivement par des moyens conventionnels. Leur corps métallique se répare automatiquement, leurs guerriers détruits, se téléportant vers des chambres de résurrection où ils seront reconstitués. Seule la destruction complète de ces chambres ou des générateurs énergétiques qui alimentent les protocoles de résurrection peut véritablement éliminer une force Nécron. Les premières rencontres de la Death Watch avec les Nécrons furent catastrophiques. Les guerriers découvrirent que leurs bolters, efficaces contre la chair organique, causèrent des dommages superficiels au corps de Nécrodermis. Les armes énergétiques fonctionnaient mieux, mais les Nécrons possédaient des boucliers de phase qui déviaient une proportion significative des tirs. Pire encore, les Nécrons combattaient avec une précision mécanique absolue,
leurs immortals tirant des salves coordonnées qui éliminaient systématiquement les cibles les plus dangereuses, leurs Lich Guard formant des phalanges défensives impénétrables, et leur Overlord commandant avec une intelligence tactique préservée depuis des guerres galactiques que l'Imperium ne peut même pas imaginer. Les tombeaux mondes Nécrons deviennent des objectifs prioritaires pour la Death Watch lorsqu'ils sont découverts avant leur réveil complet. Ces structures, souvent enfouies profondément sous la surface de planètes habitées depuis des millénaires, contiennent des millions de guerriers Nécrons en stase. Les Kill Teams infiltrés dans ces tombeaux parcourent des couloirs de nécropoles silencieuses où les rangées de corps métalliques attendent dans une immobilité parfaite, leurs optiques éteintes, leurs armes posées. L'atmosphère dans ces espaces est oppressante, chargée d'une antiquité qui fait paraître l'Imperium absurdement jeune. Les inscriptions sur les murs, composées de glyphes que nul ne peut déchiffrer, datent d'époques où les étoiles elles-mêmes occupaient des positions différentes dans le ciel. L'objectif de ces missions consiste généralement à localiser et détruire le noyau central du tombeau, le générateur qui maintient les protocoles de stase et qui permettra éventuellement le réveil complet. Mais atteindre ce noyau nécessite de traverser des systèmes de défense automatisés qui se réactivent à l'approche d'intrus, scarabées, canoptèques, qui émergent des murs pour réparer les dommages et éliminer les menaces, tourelles gothiques cachées qui désintègrent la matière au niveau moléculaire, et parfois des gardiens Nécrons déjà éveillés qui patrouillent les sections critiques. Les Kill Teams qui réussissent ces missions doivent se déplacer avec une lenteur frustrante, analysant chaque corridor pour détecter les pièges, désactivant les senseurs sans déclencher d'alarme et synchronisant leurs explosifs pour détruire le noyau avant que le tombeau ne puisse mobiliser ses défenses complètes. Certains tombeaux mondes sont déjà partiellement éveillés, contrôlés par des overlords Nécrons qui poursuivent des agendas anciens. Ces dynasties ressuscitées ne cherchent pas nécessairement à exterminer l'humanité immédiatement, mais plutôt à restaurer les territoires qu'elles considèrent comme leur propriété légitime. Elles voient les populations humaines comme des infestations temporaires, des créatures éphémères qui ont colonisé des mondes appartenant aux Nécrons par droit de conquête antédiluvienne. Cette perspective crée des situations où les Nécrons offrent parfois des ultimatums. L'évacuation des humains en échange de leur survie, ou l'extermination complète si les intrus refusent de partir. L'Imperium rejette invariablement ces ultimatums, et la Death Watch est déployée pour éliminer les Overlords qui les prononcent. Combattre les Aeldaris et les Nécrons enseigne à la Death Watch une leçon que peu d'institutions impériales acceptent volontiers. L'humanité n'est pas la race dominante de la galaxie, peut-être ne l'a-t-elle jamais été, et d'autres civilisations possèdent des héritages qui font paraître l'histoire humaine insignifiante. Cette reconnaissance ne génère ni défaitisme ni admiration, mais une détermination pragmatique. Les guerriers de la Death Watch comprennent qu'ils ne protègent pas une espèce supérieure ou destinée à régner, mais simplement leur propre espèce, avec toutes ses limitations et ses ignorances. Et dans cette compréhension, ils trouvent une forme de clarté. La guerre contre ces anciens n'a pas besoin de justification philosophique ou de promesse de victoire finale. Elle existe parce que l'alternative est l'extinction, et que chaque jour gagné, chaque monde préservé, chaque tombeau détruit constitue sa propre récompense. L'unité fondamentale de la Death Watch n'est pas l'armée, ni la compagnie, mais le Kill Team, une formation réduite, composée généralement de 5 à 10 guerriers sélectionnés pour leurs expertises complémentaires. Cette structure découle d'une nécessité tactique. Les menaces Xenos nécessitent rarement des déploiements massifs de Space Marines, mais plutôt des interventions chirurgicales exécutées par des spécialistes capables de s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Un Kill Team bien constitué représente une synthèse de doctrines martiales provenant de multiples chapitres, chaque membre apportant des compétences développées au sein de sa légion d'origine, créant ainsi une polyvalence qu'aucun chapitre seul ne pourrait produire. Cette diversité transforme le Kill Team en un microcosme de l'Adeptus Astartes lui-même. Mais elle génère également des tensions que seule l'expérience partagée du combat peut véritablement résoudre. La composition d'un Kill Team commence par l'analyse de la mission. Le Watch Commander examine les données disponibles sur la menace, identifie les défis tactiques probables,
puis sélectionne les guerriers dont les spécialisations correspondent aux besoins anticipés. Une mission d'infiltration dans une tombeau-monde Nécron nécessitera un membre rompu aux techniques de guerre silencieuse, probablement un Raven Guard ou un Night Lord pour les rares renégats loyalistes. Une frappe contre un campement orc pourrait exiger un spécialiste en démolition, souvent un Imperial Fist formé au siège et aux destructions de fortifications. Une opération anti-tyrannide bénéficiera d'un apothicaire expérimenté capable de traiter les blessures exotiques causées par les toxines biologiques, rôle fréquemment rempli par des Blood Angels ou des apothécaries des ultramarines. Le processus de sélection n'est jamais aléatoire, mais constitue un exercice de conception tactique où chaque membre devient un composant d'une machine de guerre vivante. Le leadership d'un kill team pose des questions complexes dans une organisation où tous les membres sont des guerriers d'élite habitués à l'autonomie et au respect. Le Watch Sergeant, désigné pour commander l'équipe, n'est pas nécessairement le plus ancien en termes de service total, mais celui que le Watch Commander juge le plus apte à coordonner ce groupe spécifique pour cette mission particulière. Ce choix peut créer des frictions lorsqu'un guerrier ayant servi 2 siècles dans son chapitre se retrouve sous les ordres d'un sergent plus jeune, mais plus expérimenté dans les opérations de la Death Watch. Les chapelains préparent les kill teams à ces réalités, rappelant que l'ego individuel doit se dissoudre dans la nécessité collective, que le rang dans un chapitre ne se transfère pas automatiquement à la Death Watch, et que la survie dépend de la cohésion plutôt que de la préséance. Les premières missions partagées par un kill team nouvellement formé révèlent généralement des incompatibilités tactiques. Un Space Wolf habitué à la charge frontale agressive découvre qu'il doit modérer ses instincts lorsqu'il opère aux côtés d'un alpha légionnaire qui privilégie la tromperie et l'approche oblique. Un Black Templar, conditionné à considérer toute retraite comme une honte, doit accepter que son équipier Raven Guard recommande le repli et la réorganisation comme tactique légitime. Un Salamander, entraîné à protéger les civils à tout prix, peut entrer en conflit avec un Dark Angel dont les priorités de mission ne tiennent aucun compte des pertes collatérales humaines. Ces tensions ne se résolvent pas par des discussions philosophiques ou des compromis idéologiques, mais par l'expérience brutale du combat où chaque membre découvre que les méthodes des autres, même si elles contredisent ses propres doctrines, fonctionnent dans des contextes spécifiques. La confiance se construit lentement. Elle émerge lorsqu'un guerrier voit son frère d'équipe d'un chapitre rival accomplir l'impossible, maintenir une position contre des probabilités écrasantes ou sacrifier une opportunité tactique personnelle pour protéger l'équipe. Un ultramarine observe un Iron Hand remplacer son propre bras bionique détruit par celui d'un camarade tombé, puis continuer à combattre avec une efficacité imperturbable, démontrant une résilience qui transcende la simple discipline. Un White Scar constate qu'un Imperial Fist, malgré sa réputation de rigidité tactique, adapte instantanément sa position défensive lorsque les circonstances changent, prouvant que la maîtrise des fortifications inclut la compréhension de quand les abandonner. Ces moments de reconnaissance mutuelle transforment graduellement un assemblage de guerriers en une véritable équipe. Les kill teams développent des langages non-verbaux au fil des missions. Les Space Marines communiquent via des canaux Vox intégrés à leur casque, mais dans certaines situations, les transmissions électroniques risquent d'être détectées par les senseurs ennemis. Les équipes apprennent alors à utiliser des signaux gestuels minimaux, des micro-mouvements qui passent inaperçus pour les observateurs externes, mais portent des significations précises pour ceux qui les connaissent. Un léger ajustement de l'angle d'un bolter indique une direction d'approche suggérée. Une pause d'1 seconde dans une séquence de pas signale la détection d'un danger potentiel. Ces communications tacites émergent organiquement, chaque équipe développant son propre dialecte gestuel, forgé par les nécessités de ses missions spécifiques. Certains kill teams demeurent constitués pendant des années, leurs membres demandant explicitement à être redéployés ensemble pour les missions suivantes. Ces équipes permanentes développent une synergie qui dépasse celle des formations temporaires. Ils anticipent mutuellement leurs actions, compensent instinctivement les faiblesses des autres et exécutent des manœuvres complexes avec une synchronisation qui semble presque chorégraphiée. Les Watch Commanders apprécient ces équipes pour leur efficacité supérieure,
mais ils reconnaissent également les dangers de cette cohésion prolongée. Les guerriers peuvent devenir trop dépendants les uns des autres, perdre leur capacité à opérer avec de nouveaux partenaires, ou développer des attachements émotionnels qui compromettent le jugement tactique. La Death Watch encourage donc la rotation périodique, dissolvant même les équipes les plus efficaces après un nombre déterminé de missions, pour redistribuer l'expertise et maintenir l'adaptabilité individuelle. Les pertes au sein d'un kill team créent des vides qui ne peuvent jamais être complètement comblés. Lorsqu'un membre tombe, ses camarades survivants accomplissent les rites funéraires appropriés si les circonstances le permettent, récupérant le progénois de gland et tout équipement récupérable. Mais le remplacement qui arrive pour la mission suivante, même s'il possède des compétences similaires, n'est pas le frère perdu. Il ne partage pas les expériences qui ont forgé les liens de l'équipe originale, ne comprend pas les références tacites à des missions précédentes et doit gagner sa place dans une structure sociale déjà établie. Certains kill teams intègrent ces nouveaux membres avec générosité, partageant délibérément leurs connaissances et les incluant rapidement dans leurs rituels informels. D'autres maintiennent une distance émotionnelle, traitant le remplaçant avec courtoisie professionnelle, mais sans la fraternité réelle, protégeant ainsi leur propre équilibre psychologique contre les attachements qui mèneront inévitablement à d'autres deuils. Les spécialisations au sein d'un kill team suivent généralement des archétypes fonctionnels reconnus. Le Heavy Support porte des armes lourdes, souvent un Heavy Bolter ou un lascanon, fournissant la puissance de feu nécessaire pour neutraliser les menaces blindées ou les concentrations ennemies. Le Close Combat Specialist, équipé d'armes énergétiques et de boucliers Storm, engage les ennemis au corps à corps et protège les membres plus vulnérables de l'équipe. Le Tactical Marine, polyvalent, adapte son équipement selon les besoins de chaque mission. Le Devastator fournit un soutien à longue portée. L'Apothécarie maintient l'intégrité physique de l'équipe, traitant les blessures et récupérant les semences génétiques des tombés. Le Tech Marine gère l'équipement, répare les armures endommagées et interface avec les systèmes technologiques rencontrés. Mais ces rôles ne sont jamais rigides. Un guerrier peut remplir plusieurs fonctions selon les phases de la mission, démontrant la polyvalence qui distingue la Death Watch des unités plus spécialisées. Certaines missions exigent des configurations inhabituelles. Une opération nécessitant l'infiltration à long terme d'une société Xenos pourrait déployer un kill team composé uniquement de guerriers maîtrisant les techniques de camouflage et de survie en territoire hostile, tous capables d'opérer indépendamment pendant des semaines sans support. Une frappe contre une forteresse Necron lourdement défendue pourrait assembler une équipe de spécialistes en démolition et en guerre de siège, sacrifiant la polyvalence pour une concentration extrême de puissance destructrice. Une mission de récupération d'un artefact Xenos dans une zone contrôlée par les Drukhari exigerait des guerriers avec une résistance psychologique exceptionnelle, car les Drukhari emploient des techniques de torture mentale qui peuvent briser même les esprits conditionnés des Space Marines. Les kill teams opèrent avec une autonomie remarquable une fois déployés. Le Watch Surgeon possède l'autorité pour adapter le plan de mission en fonction des réalités du terrain, pourvu que l'objectif principal soit accompli. Cette flexibilité reconnaît que les renseignements précédant les missions sont souvent incomplets ou obsolètes, que les situations évoluent rapidement, et qu'imposer une rigidité tactique depuis une forteresse distante de plusieurs systèmes stellaires serait contre-productif. Les meilleurs Watch Surgeons développent un instinct pour équilibrer l'initiative locale avec la fidélité aux objectifs stratégiques, sachant quand improviser et quand adhérer strictement aux ordres originaux. Les retours de mission, lorsque le kill team survit pour les accomplir, constituent des sessions d'analyse détaillées où chaque décision est examinée, chaque engagement disséqué. Le Watch Commander interroge l'équipe sur les tactiques ennemies observées, les faiblesses exploitées, les erreurs commises. Ces sessions ne cherchent pas à assigner des blâmes, mais à extraire des connaissances qui amélioreront les missions futures. Les guerriers apprennent à critiquer constructivement leurs propres performances et celles de leurs camarades, reconnaissant que la survie collective dépend de l'amélioration continue. Les données recueillies alimentent les archives de la forteresse, devenant des ressources pour l'entraînement des nouveaux kill teams
et contribuant à la compréhension cumulative des menaces Xenos que la Death Watch accumule depuis des millénaires. Les armureries de la Death Watch conservent des artefacts dont l'origine remonte à des époques que même les chroniqueurs les plus érudits ne peuvent dater avec certitude. Chaque arme porte une histoire gravée non dans les archives officielles, mais dans les cicatrices de son métal, dans les réparations successives effectuées par des techmarines disparus, dans les noms inscrits discrètement sur les surfaces intérieures, par ceux qui les portèrent et ne revinrent jamais. Un bolter peut avoir servi pendant 3 siècles, passant de main en main, son esprit-machine accumulant les mémoires de dizaines de guerriers, ses composants remplacés si souvent que rien de la structure originale ne subsiste. Et pourtant, il demeure reconnaissable, identifié par un numéro de série et une désignation que les serfs murmurent avec révérence. Les armes spécialisées anti-Xenos constituent le trésor particulier de la Death Watch. Les techmarines développent des munitions adaptées aux vulnérabilités biologiques ou structurelles de chaque espèce. Projectiles incendiaires pour les tyrannides, balles à fragmentation maximale pour les essaims orques, munitions à perturbation de phase pour les nécrons. Ces adaptations transforment le bolter standard en instrument de précision létale, chaque chargeur calibré pour un ennemi spécifique. Les guerriers apprennent à reconnaître les types de munitions par leur marquage codé, à échanger rapidement les chargeurs selon les menaces rencontrées, et à conserver jalousement les munitions rares pour les moments où elles feront la différence entre la survie et l'extinction. Certaines armes deviennent légendaires au sein des forteresses, non par décret officiel, mais par réputation accumulée. Un fusil Stalker qui a abattu 7 Overlords Nécrons dans des conditions impossibles. Une épée énergétique qui a tranché la tête d'un patriarche Genestealer et dont la lame porte encore les traces acides de ce sang alien. Ces armes ne sont jamais exposées comme des reliques, mais utilisées continuellement, offertes aux guerriers jugés dignes de perpétuer leur histoire mortelle. Le poids de cette hérédité se ressent dans chaque manipulation, rappelant que la guerre contre les Xenos ne connaît pas de génération finale. Seulement une succession de veilleurs qui transmettent leurs outils et leurs connaissances à ceux qui suivront dans l'obscurité éternelle. Les forteresses de la Death Watch ne ressemblent à aucune autre structure impériale. Elles ne cherchent pas à inspirer par leur majesté architecturale, ni à proclamer la gloire de l'empereur à travers des sculptures monumentales ou des vitraux historiés. Leur esthétique découle entièrement de leur fonction: surveiller, attendre, et servir de point d'ancrage pour des guerriers qui passent l'essentiel de leur existence ailleurs, dans les ténèbres spatiales, où l'impérium se dissout progressivement dans l'inconnu. Les murs sont épais, construits pour résister au siège prolongé, mais leur surface demeure nue, exempte des fresques glorifiant les batailles passées qui ornent les monastères des chapitres. Les couloirs s'étendent dans une géométrie fonctionnelle, dépourvue de la grandeur symbolique que l'on trouve dans les basiliques ou les palais. L'atmosphère intérieure porte le poids du temps accumulé. Les générations de guerriers qui ont traversé ces espaces ont laissé des traces subtiles, usure des sols aux endroits fréquemment parcourus, décoloration légère sur les murs où des mains gantées se sont appuyées pendant des siècles, inscriptions microscopiques gravées dans des recoins que nul ne nettoie jamais complètement. Les serfs qui maintiennent ces forteresses connaissent chaque anomalie, chaque son inhabituel des systèmes mécaniques, chaque variation dans l'écho des pas selon les sections traversées. Ils deviennent les gardiens d'une mémoire non écrite, transmettant oralement à leurs successeurs les particularités de ces structures vivantes. Les chapelles constituent les seuls espaces où une forme d'ornementation existe, mais même là, la sobriété domine. Les autels portent des flammes éternelles, dont la lumière vacille dans l'obscurité, projetant des ombres mouvantes sur les murs où sont gravés les noms des forteresses perdues, celles qui tombèrent face aux assauts Xenos et ne furent jamais reconstruites. Les guerriers viennent y méditer entre les missions, cherchant non la réconfort, mais un ancrage dans une tradition qui transcende les chapitres individuels. Dans ces moments de solitude, le silence lui-même
devient une présence, lourde de toutes les prières murmurées par ceux qui ne reviendront jamais. Le terme de service dans la Death Watch arrive selon des calculs qui échappent à toute logique uniforme. Certains guerriers servent la durée initialement prévue, généralement entre 5 et 10 années terriennes, puis retournent à leur chapitre avec les honneurs dus à ceux qui ont accompli leur devoir. D'autres prolongent indéfiniment, trouvant dans l'anonymat de l'armure noire une forme de paix qu'ils ne peuvent plus retrouver ailleurs. Quelques-uns meurent avant l'échéance, leur nom ajouté aux listes interminables des disparus qui ornent les cryptes des forteresses. Mais pour ceux qui survivent et choisissent de partir, le retour pose des questions que nul entraînement ne peut préparer. Le rituel de départ inverse celui de l'arrivée. L'armure noire est retirée, nettoyée de toute marque personnelle, puis stockée pour le prochain guerrier. Les couleurs du chapitre d'origine sont restaurées, les plaques repeintes avec les pigments appropriés, les symboles héraldiques réappliqués. Le guerrier revêt cette armure familière et pourtant étrangère, découvrant qu'elle ne s'ajuste plus tout à fait comme auparavant, non pas physiquement, mais psychologiquement. Les couleurs éclatantes qui autrefois incarnaient son identité semblent maintenant trop voyantes, presque ostentatoires, après des années passées dans l'uniformité noire. Le voyage de retour offre du temps pour la transition, mais cette période ne suffit jamais. Le guerrier sait qu'il retrouvera ses frères de chapitre, qu'il sera accueilli comme un héros revenant d'une mission honorable. Mais il sait également qu'il ne pourra jamais partager véritablement ce qu'il a vécu, que les expériences accumulées dans la Death Watch demeurent classifiées et que même si elles ne l'étaient pas, elles resteraient incompréhensibles pour ceux qui n'ont combattu qu'aux côtés de leurs frères de sang. Ils portent désormais une cicatrice invisible, une conscience élargie des menaces qui entourent l'Imperium, une compréhension que la guerre contre les Xénos ne sera jamais gagnée, seulement prolongée. Certains s'adaptent, d'autres restent perpétuellement déplacés, présents physiquement, mais absents spirituellement, leur regard tourné vers des horizons que leurs frères ne voient pas. Les archives de la Death Watch contiennent des sections entières dédiées aux disparus, aux kill teams dont les transmissions cessèrent soudainement, aux guerriers qui partirent pour des missions et ne revinrent jamais, laissant seulement le silence et l'incertitude. Ces disparitions ne suivent aucun schéma prévisible. Certaines surviennent lors d'opérations manifestement suicidaires, où la perte était anticipée et acceptée comme nécessaire. D'autres se produisent durant des missions de routine, des patrouilles dans des secteurs supposément pacifiés, des reconnaissances qui ne devaient rencontrer aucune opposition significative. Le caractère aléatoire de ces extinctions rappelle constamment que dans la guerre contre les Xénos, aucune mission n'est véritablement sûre. Les protocoles de la Death Watch exigent que chaque kill team maintienne des transmissions régulières, des rapports de statut émis à intervalles définis. Lorsque ces transmissions s'interrompent, la forteresse attend d'abord, accordant des délais pour les perturbations techniques, les tempêtes warp ou les situations tactiques exigeant le silence vox. Après un seuil temporel variable selon la nature de la mission, un kill team de recherche est parfois déployé, suivant la dernière trajectoire connue, cherchant des indices, des épaves, des corps. Ces équipes trouvent occasionnellement des réponses. Un vaisseau détruit par une embuscade pirate, des armures brisées sur un monde hostile, des enregistrements pictes fragmentaires montrant les derniers moments. Mais souvent, elles ne découvrent rien, seulement le vide spatial indifférent ou des planètes désertes ne portant aucune trace de passage. Les noms des perdus sont gravés dans les cryptes des forteresses, inscrits sur des plaques de céramique noire qui s'accumulent siècle après siècle. Ces monuments ne glorifient pas, ne célèbrent pas. Ils attestent simplement que ces guerriers existèrent, servirent et disparurent dans l'accomplissement de leurs devoirs. Les chapelains conduisent des cérémonies sobres devant ces murs de noms, non pour fermer le deuil, car l'espoir subsiste toujours qu'un guerrier déclaré perdu puisse réapparaître, mais pour honorer le sacrifice sans témoin de ceux qui veillèrent dans l'ombre et s'y dissolurent. La frange orientale de la galaxie demeure le théâtre le plus actif des opérations de la Death Watch, une région où les frontières de l'Imperium s'effilochent dans l'inconnu et où les menaces Xénos prolifèrent avec une intensité
qui dépasse celle de tous les autres secteurs. C'est ici que les flottes ruches tyrannides émergent périodiquement du vide intergalactique, leur masse biologique inconcevable, traversant le gouffre entre les galaxies pour se nourrir de la Voie lactée. C'est également dans ces régions que les tombeaux-mondes Nécrons s'éveillent avec une fréquence alarmante, leur dynastie réclamant des territoires qu'elles considèrent leur appartenir depuis des millions d'années. Les orques y prospèrent dans des empires fragmentés, qui fusionnent occasionnellement en Waag massives. Les incursions Tao s'étendent progressivement, conquérant des mondes impériaux isolés, avec une efficacité qui contraste avec leur jeunesse galactique. Les forteresses de la Death Watch établies dans la frange orientale fonctionnent dans un état de mobilisation permanente. Leurs kill teams ne connaissent jamais de répit véritable, alternant entre missions actives et préparation pour les déploiements suivants. Les vétérans stationnés dans ces forteresses développent une perspective fataliste, conscients qu'ils défendent non pas des territoires stables, mais des positions fluides dans une guerre d'attrition cosmique. Ils observent les étoiles disparaître progressivement, dévorées par les tyrannides ou occultées par les armadas Xénos, et comprennent que l'Imperium recule lentement, cédant du terrain système par système malgré tous les sacrifices. Pourtant, ils persistent. Chaque tyrannide abattu, chaque tombeau scellé, chaque war fragmenté constitue une victoire minuscule dans une guerre sans victoire finale possible. La Death Watch ne combat pas pour gagner, car gagner impliquerait l'éradication totale de toutes les menaces Xénos, un objectif reconnu comme impossible. Elle combat pour que l'Imperium survive un jour de plus, pour que les milliards d'humains qui ignorent jusqu'à son existence puissent continuer leurs vies ordinaires, protégés par des guerriers anonymes qui veillent dans l'ombre permanente des frontières, attendant la prochaine menace qui émergera inévitablement des ténèbres galactiques.